Bonjour à tous. Bonjour à tous. Welcome to the Aventure. Pour Pour rappel, cette chaîne YouTube est dédiée à l'investissement, à l'entrepreneuriat, à tous ceux et celles qui sont intéressés pour la construction de leur patrimoine. Et on vous racontera toutes nos expériences professionnelles. On invitera même des guests qui nous raconteront leur parcours. Dans cette vidéo, on abordera toutes les questions à connaître lorsque vous faites une acquisition immobilière, que ce soit en résidence principale ou en résidence locative. Vous avez monté votre dossier, vous avez trouvé un bien qui vous plaît, vous allez commencer à faire vos premières visites. On va vous donner toutes les petites questions à poser pour ne pas faire d'erreur et choisir le bon bien. Pour commencer, dans l'ancien comme dans le neuf, vous devez vous poser la question de la destination de votre bien. Est-ce que ça va être une résidence principale ou un investissement locatif? Mais totalement. En fait, il faut connaître votre objectif. Si votre objectif, c'est d'acquérir une résidence principale, il faut vous concentrer sur les critères qui vous ressemblent. En fait, il faut penser, qu'est-ce que je veux pour ma résidence Est-ce que vous principale? voulez une maison, un appartement, un jardin? Mais totalement. Est-ce que je veux vivre à la campagne? Est-ce que je veux vivre en ville? Ça, c'est vraiment très important. Par contre, si c'est pour une résidence locative, ça sera pas les mêmes critères. Donc, vous allez vous concentrer sur autre chose. Vous allez penser à votre rentabilité, tout simplement. Et puis, au-delà de ça, en termes d'endettement, c'est pas la même chose. Si vous avez envie d'acquérir une résidence principale, il faut commencer par ça. Parce qu'en termes d'endettement, Vous allez arriver au top de votre endettement parce que forcément, quand on achète sa résidence principale, on veut ce qu'il y a de mieux. mais bien sûr, Donc, on prend généralement le plus cher. sa capacité maximale ou moins proche. Et c'est sûr que si on commence par un locatif, certes, on aura des loyers qui vont couvrir la mensualité, mais derrière, quand on voudra investir dans son bien pour soi, ça va être plus compliqué parce que on aura une moins grande capacité d'emprunt. Et généralement, les banques préfèrent quand vous commencez l'acquisition de votre résidence principale. Mais c'est pour ça qu'il faut être clair directement. C'est où j'achète ma résidence principale et là, je sais ce que je veux, je m'endette. Ou alors, je fais un investissement locatif et je le fais en bonne intelligence. Totalement. Pour revenir aux questions à se poser, pour une résidence principale, vous allez vous concentrer sur l'environnement. Qu'est-ce qu'il y a à côté? Les gares, les commodités, les commerces, les écoles. Même la proximité par rapport à votre lieu de travail, par rapport aux écoles de vos enfants. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui vous fait envie? Est-ce que vous avez besoin d'un extérieur? Vous voulez un jardin parce que vous avez des enfants, parce que vous avez des animaux? Est-ce que vous avez besoin de 3 chambres ou de 4 chambres? Clairement. Il faut y penser parce que vous pouvez vous dire, bon là on commence par 2 chambres parce que ça rentre dans notre capacité et potentiellement après on va changer. Mais il faut pas réfléchir comme ça parce que on sait pas comment sera l'immobilier demain. Ce sont des critères qui vous sont propres. La résidence principale, ça n'a rien à voir avec votre investissement locatif. Mais totalement. L'investissement colocatif, on va se concentrer sur des critères qui sont totalement différents. On va se concentrer sur la rentabilité. La rentabilité, mais c'est hyper important. Ouais. Est-ce que c'est une ville attractive? Combien coûte l'IMO dans cette ville? Combien je peux mettre mon bien à louer? Est-ce que la mensualité va être remboursée par les loyers que je vais percevoir? Et bien même, est-ce qu'il y a des opportunités? Est-ce qu'il y a des universités à côté? Est-ce qu'il y a des sociétés? Est-ce que, comme tu l'as dit, ma ville est attractive? Est-ce que je vise un étudiant? Donc dans ce cas-là, je vise une plus petite structure, ou alors je vise une colocation, ou alors est-ce que je vise, je sais pas, un couple? Enfin, il faut vraiment se poser des questions de ce que je veux, ce que je vise et combien ça va me rapporter. Exactement. Et pareil, je reviens sur la notion d'objectif. Vous pouvez avoir un objectif locatif différent. Dans les dernières vidéos, on a parlé de location courte durée, de location longue durée. Vous pouvez faire de la location touristique, avoir des chambres d'hôtes, vouloir faire de la location classique nue. Vous avez énormément de stratégies de location. Donc vraiment, posez-vous, réfléchissez bien à ça et ensuite lancez-vous. C'est ça. Et le but, c'est quand même de bien se renseigner. Parce que si vous voulez faire de la location nue, ça sera différent en termes de fiscalité, par exemple, que de la location meublée. Donc, il faut connaître tous ces calculs. Quand vous avez un objectif, il faut le travailler, il faut le réfléchir. Parce que si votre capacité d'emprunt vous le permet, il faut que derrière, ce soit vraiment rentable pour vous et que exactement. Pas faire et c'est pour ça qu'on va vous donner une liste de questions et de points à ne pas oublier quand vous faites vos visites. Totalement. Donc c'est bon, vous avez défini vos objectifs, vous avez défini l'environnement, c'est top, il y a plein d'opportunités. Quel est le premier conseil qu'on pourrait leur donner? Déjà, moi, la première chose que je leur dirais, c'est qu'un achat, une acquisition dans l'ancien et une acquisition dans le neuf sont deux choses totalement différentes. Totalement. Donc, si on se concentre déjà sur une acquisition dans l'ancien, on va vous donner quelques questions qui nous semblent très importantes. Toi, Véro, tu commencerais par quoi? La première partie, la base pour tout le monde, vérifier l'état de l'appartement. Mais totalement. Pour pas avoir de vices cachés. Donc, si vous y connaissez pas trop en travaux, franchement,
essayez de prendre rendez-vous avec un artisan, essayez de prendre rendez-vous avec un ami qui s'y connaît beaucoup plus que vous en travaux et vérifiez absolument tout. L'état des murs, l'humidité, la salle de bain, l'état en général de l'appartement parce que c'est super important. Franchement, que vous achetiez seul ou que vous achetiez en couple, entourez-vous. Faites des visites avec des proches, faites des visites avec des gens que vous connaissez parce que ce que vous voyez, votre affect et votre enthousiasme, des fois, peut flouter quelques éléments. Ça peut biaiser, l'objectivité de la visite. C'est ça. Alors, quand vous venez avec des amis, il y a des petits détails, ils vont vous dire, attention, est-ce que tu as vu que le mur, là, il avait quand même une petite fissure? Est-ce que tu as vu... Alors après, ça n'a pas forcément des choses graves, mais ça peut même vous permettre de négocier le prix. Oui, mais en tout cas, il faut aller le visiter, regarder totalement l'état. Et même pour ne pas avoir de surprise au moment de la remise des clés, c'est l'élément le plus important. Mais oui, trop important, l'état de l'appartement. Et du coup, toi, deuxième conseil. Moi, en deuxième conseil, vérifiez bien l'historique des assemblées générales. Ça, c'est tout ce qui a été voté par vos copropriétés. Donc, dans les années ultérieures, et même une assemblée générale, c'est quoi, tous les trimestres à peu près? C'est tous les trimestres ou tous les ans, ça dépend des... Ça dépend. Ça dépend. Et en fait, dans ce document et dans ces réunions, ils établissent ce qu'il y a à refaire dans la copropriété, les éléments qui sont votés et potentiellement des ravalements. Ah, c'est ça. Mais aucune surprise sur ça. C'est ça, parce qu'ils peuvent voter de refaire le parking, de refaire le plancher de tous les étages, de faire un ravalement. Et c'est important de le savoir parce qu'à partir du moment où vous devenez propriétaire de ce bien, si le ravalement est prévu pour l'année d'après, par exemple, c'est vous qui allez le payer. Ah oui. Et selon la taille la surface de votre appartement, si c'est une copropriété, bah ça va définir ce que vous allez payer en fait. Plus votre appartement est grand, plus votre entième est grand, plus vous allez devoir payer. Alors que plus c'est petit, moins vous serez impacté. Mais il faut le savoir. Et ça reste quand même un budget. Même si vous avez un studio ou que c'est plus petit, effectivement, c'est calculé par rapport à la superficie de votre appartement, mais ça reste quand même un très gros budget. Donc, assurez-vous de récupérer le document de l'Assemblée Générale. Regardez les travaux en cours, qui vont être faits sur les années suivantes, ce qui a déjà été fait. Et ça vous donnera vraiment des pistes sur tout. Et moi, par exemple, j'ai acheté mon appartement dans l'ancien il y a 4 ans. J'avais grave posé la question. Mais franchement, je connaissais rien. J'ai regardé une vidéo, j'ai grave posé la question et j'étais rassurée dans le sens où ils avaient déjà privatisé tout ce qu'il y avait autour. Et je crois que ça avait coûté un bras à tous les propriétaires. Ils avaient refait le ravalement 4-5 ans avant ça. Donc en fait, j'étais rassurée et je me suis dit bon ouf, tu vois. Mais après le ravalement, je sais que j'aurais dans pas longtemps. Mais moi, c'est exactement ça. Quand j'ai acheté, j'avais bien discuté avec mon ancien propriétaire parce que j'avais acheté mon bien, pour ceux qui ont suivi. Il avait été très transparent. Hein. Le ravalement n'avait pas été voté. Ça faisait un moment que le ravalement a été fait, donc il m'avait dit que ça allait me tomber dessus. Il a eu raison. L'année dernière, ça m'est tombé dessus, donc j'ai payé le ravalement. Je suis le plus petit entième, mais j'ai quand même pas mal payé. Et au-delà de ça, ce document est très important parce que vous savez dans vos voisins combien de personnes ne payent pas leur charge de copropriété. Et si vous avez des voisins qui ne payent pas leur charge de copropriété, c'est réimpacté sur vous et sur les autres voisins. Donc c'est hyper important de regarder ce document parce que moins de personnes payent leur charge de copropriété, plus vous serez impacté et plus les coûts seront élevés. C'est ça. Et quand on pose la question sur la rentabilité, mais les charges de copropriété, c'est hyper important à savoir. Parce que ça, vous pouvez vous dire, cool, l'appartement que j'ai trouvé est pas cher, ça va me faire tant en mensualité. Oubliez pas les charges de copropriété. Parce que comme le dit Audrey, ceux qui ne payent pas, déjà c'est remis sur vous. S'il y a le ravalement à faire, c'est vous qui payez. S'il y a les parties communes à refaire, c'est vous qui payez. Donc vraiment, faites très attention à ça et faites très attention à poser la question sur quelles sont mes charges de copropriété. D'ailleurs, pour parler des charges, sachez, petite astuce, par exemple, quand vous achetez un rez-de-chaussée, vous allez payer des charges moins élevées, même si vous avez un appart assez grand, qu'une personne qui habite au 2e, 3e étage. Pourquoi? Parce que vous ne paierez pas les charges d'ascenseur, parce que vous n'utilisez pas l'ascenseur. Si vous n'avez pas une place en souterrain, par exemple, pour votre locataire, mais une place en extérieur, vous n'allez pas payer les charges de parking, parce que vous n'êtes pas impacté dans votre lot, il n'y a pas le parking. Donc ça, c'est des choses bonnes à savoir quand vous faites une visite, que vous pensez à la rentabilité. On vous propose un rez-de-chaussée, vous dites, mais moi, je me vois pas vivre en rez-de-chaussée. Pensez à rentabilité, potentiellement, parfois c'est intéressant. Donc voilà. Vous n'avez pas les charges sur la cage d'escalier, vous n'avez pas les charges sur l'ascenseur, ou en tout cas, amoindri. Donc franchement, c'est hyper important de le savoir. Voilà. Alors moi, j'ai une question par rapport aux charges de copropriété. Sans rien de s'est réveillé. Comment ça se fait qu'il y en a qui payent pas? Tu peux la retirer un peu? Les charges de copropriété, comment ça se fait qu'il y en a qui payent pas? Ça dépend de la situation de chacun. C'est ça, en fait. Mais ils ont le droit de pas payer des charges de copropriété? Non, parce que c'est ça. En fait, ils peuvent, les copropriétaires et le syndic peut te poursuivre parce que tu ne payes pas tes charges de copropriété. C'est obligatoire de les payer, les charges de copropriété. T'es copropriétaire, en fait. Ouais, tu vois, donc, une charge commune. C'est ça. C'est pour entretenir les parties communes.
Donc après, effectivement, il y a des personnes qui ne payent pas leur charge de copropriété, mais pour X raisons. Des fois, elles sont pas solvables, elles C'est n'ont ça. pas les moyens, elles ont eu un coup dur dans leur vie, ou au-delà de ça, elles ont compris que des fois, une procédure, c'est encore plus compliqué Ouais. que de demander aux autres copropriétaires de le régler. Donc, Ouais. tu Ou un sais, truc. c'est des accords, en fait, Bah, qui c'est sont ça. vus avec un syndic. Alors après, ils tranchent, les gens votent, et puis, Ouais, clairement. voilà, Ou un quoi. truc tout bête. Moi, j'ai un collègue qui était propriétaire d'un immeuble sur Paris. Et en gros, je crois qu'il y avait un défaut sur l'immeuble. Donc, il y a une espèce d'infiltration d'eau dans ses murs. Et du coup, c'est pas lui, hein, c'est l'immeuble, la copropriété en général. Et ben, il a refusé de payer ses charges de copropriété pendant X années. Il a pris un avocat et tout. Parce que, bah non, il était hors de question qu'il paye les charges. Alors que derrière, lui, il avait des travaux à refaire parce qu'il y avait de l'humidité, il y avait plein de trucs et tout. Il a dû faire vacances locatives, enfin, laisser son appartement vide parce que du coup il avait tous les travaux à refaire, il pouvait pas prendre de locataire, donc du coup ça fait que des inconvénients pour lui, donc il a poursuivi le syndicat. Donc il a refusé de payer les charges de copropriété. Je vais rebondir sur ce que tu dis pour donner encore une petite astuce, et là c'est une déformation professionnelle. Souscrivez à des protections juridiques. Je dis pas ça dans le but de faire, vous n'êtes pas obligé, c'est pas une obligation, mais quand il y a des vices cachés, par exemple, c'est hyper important pour vous défendre, parce que quand il y a des procédures à payer, quand il y a une infiltration, comme tu disais, et que ça sera à vous de payer, par exemple, un avocat pour vous défendre, Ça coûte cher. voilà. Et en fait, quand on achète dans l'ancien, il peut facilement y avoir des vices cachés, des choses qu'on ne Ah, voit pas à oui, première vue. Quand on a une protection juridique, ça permet également de se défendre face à tout ça. Même si t'es hyper bien équipé, enfin, tu t'es bien renseigné, la protection juridique, ne serait-ce que vous lui envoyez votre assemblée générale ou autre, eux, ils peuvent checker à votre place, dire attention à ci, ils peuvent vous accompagner, donc c'est vrai que c'est important. C'est important. Après, c'est pas une obligation. Bien Je sûr. le conseille maintenant, c'est pas du tout une obligation. Je vais revenir sur l'environnement. Vraiment, vous avez validé l'environnement, vous avez votre opportunité, mais renseignez-vous bien sur les constructions autour. Parce que ça peut avoir une incidence énorme sur, du coup, la location de votre bien. Je sais pas, moi, est-ce qu'il y a un foyer qui va être construit à côté? Est-ce qu'il y a une prison qui va être construite à côté? À combien de temps se trouve la gare? Est-ce qu'il y a des nuisances sonores? Enfin, renseignez-vous bien sur ça, parce que, honnêtement, vous pouvez venir me visiter et sur un premier abord, vous allez dire, ah, top et tout, j'ai trouvé la perle rare. Mais n'hésitez pas à faire des contre-visites, à vous intéresser, je sais pas moi, à la ville en question, au quartier, à ce qui va être fait, au développement de tout, parce que c'est hyper important, encore une fois, pour la Et rentabilité. bien sûr, et ça vaut que ce soit pour une résidence locative ou une résidence principale. Parce Bien que sûr. vous êtes là, vous allez trouver votre bien parfait, mais en plus c'est une aubaine, il est moins cher que tous les autres. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Peut-être parce qu'il y a un aéroport juste à côté et que de le bruit, il est insupportable. Oui. Peut-être parce qu'il y a une prison qui a été votée et qui sera construite dans 3 ans. Mais c'est ça. Si vous êtes renseigné sur la ville, vous le savez, mais si vous n'êtes pas renseigné, vous pouvez pas le savoir. Mais grave. Honnêtement, c'est hyper important Ouais, de se c'est renseigner. hyper important de se renseigner sur la ville, sur le quartier, sur ce qui est fait, sur... Ouais. Franchement, c'est... Vous c'est regardez hyper même, par exemple, sur Facebook, il y a des groupes Facebook, des fois, de la ville qui parlent, vous voyez s'il y a des mécontentements, s'il y a des choses qui vont être mises en place, vous regardez, peut-être à la mairie, il y a des documents qui en parlent. En fait, quand vous installez dans une ville que vous ne connaissez Ouais. pas, il faut se renseigner parce que là, on parle d'un investissement, Oui. soit pour vous, soit pour un locataire, mais c'est vous Mais qui le grave. faites, en fait. Mais, Donc, je donne un exemple. J'ai, pareil, une copine qui veut investir, autre part qu'en Île-de-France, et elle me dit, ah putain, j'ai trouvé un super appart, en plus c'est pas cher pour la ville et tout. Je fais, ah ouais, fais voir. On regarde les photos, je fais, mais où est la fenêtre? C'est ça. Et en gros, c'était un grand 30 mètres carrés, mais refait à neuf, hein, pas de souci. Une fenêtre au niveau de la cuisine. non, mais... Donc en fait, l'appartement, c'était un carré. Et t'avais la cuisine dans un espèce de renfoncement, et il y avait la fenêtre. J'ai dit, mais impossible, mais Ah, en fait, enfin, la luminosité, quoi. la luminosité, enfin, t'es vraiment dans une cage. Après, forcément, enfin, je pense que ça doit se louer, parce qu'il y a tellement de demandes Oui, ben, bien en sûr. termes de location que ça doit se louer, mais tu m'étonnes que c'est vendu moins cher. Et je lui dis, mais derrière, à la revente, comment tu fais? Tu vas galérer aussi, parce que ça faisait X mois que l'appartement était sur Mais bien sûr. le site Et internet, quoi. c'est là qu'on voit que vraiment les besoins des uns ne sont pas les besoins des autres, parce que quand tu vois les gens qui payent 1000 € un loyer sur Paris pour une espèce de petite Ouais. chambre de 18 mètres carrés avec juste un lit, enfin 18 mètres carrés, genre 12 mètres carrés même. Ouais. Des fois ils ont des mini-chambres qui payent une blinde, alors qu'en s'éloignant un peu, des fois ils ont des biens. Ils ont des biens, ouais. C'est là qu'on voit qu'en vrai, ça dépend vraiment de vous, ça dépend vraiment de votre locataire, ça dépend vraiment de plein de choses. Donc Ouais. voilà. Autre charge, mais qui est non négligeable, la taxe foncière. La taxe foncière, elle va dépendre de la surface de votre bien, elle va dépendre de la ville dans laquelle vous êtes. S'il y a beaucoup d'entreprises, potentiellement, vous allez payer moins de taxes foncières que si vous êtes dans une ville où il n'y a pas du tout d'entreprise, parce qu'il faut savoir que les entreprises payent plus de taxes et de charges, en gros, qu'une personne physique, quoi, qu'un particulier. Donc voilà, ça c'est des choses qui peuvent vous aider. Et puis voilà, il faut savoir à combien vous allez payer sur l'année.
parce que en termes de renta, c'est hyper important. C'est hyper important. La taxe foncière, c'est non négligeable. Encore une fois, c'est une charge à prendre en compte. Faut pas se dire que trop bien, je vais avoir 850 € de loyer par mois, j'ai que ma mensualité où je paye 700 €, je suis trop bien, c'est gagnant. Taxe foncière, charge de copropriété. Est-ce que j'ai des travaux à faire? Franchement, tout ça, ça rentre dans votre enveloppe de charges à partir du moment où vous êtes propriétaire. Donc c'est vraiment des calculs à faire. Enfin, c'est où vous faites une opération blanche, c'est plutôt bien pour vous à l'avenir. Enfin, je sais pas, pour préparer votre retraite, ou alors vraiment vous anticipez tout ça et vous essayez de faire un maximum de rentabilité par rapport à tout ça. Ouais, totalement. D'ailleurs, Véro, je vais rebondir, tu sais, sur ce que tu viens de dire sur ta copine, qui a fait une visite, pas de fenêtre, etc. Petit conseil, n'hésitez pas à questionner un petit peu votre agent immobilier. Quand vous faites les visites, n'hésitez pas à lui poser des petites questions. Depuis combien de temps le bien est mis en location, en vente, pardon. Mais pourquoi les propriétaires sont bons? Pourquoi tel prix? Pourquoi c'est un petit peu moins cher qu'ailleurs? Enfin, posez des petites questions qui peuvent attirer l'attention. C'est ça. Franchement, n'ayez même pas la peur ou le doute de poser des questions. C'est parfaitement légitime. C'est leur métier déjà de répondre à vos questions. Et surtout, c'est important de savoir dans quelles conditions se vend le bien. Parce que si ça se trouve, ça va être une vente courte dans le sens où c'est suite à un divorce. Donc les propriétaires sont hyper pressés de vendre. Et dans ce cas-là, vous pouvez mettre la petite pression sur les prix. Bien sûr. Dans le cadre d'une succession, pareil, ils sont pressés de vendre. C'est généralement les bénéficiaires. Ou alors, est-ce que c'est une vente un peu plus longue où là, les propriétaires sont plutôt à la poule. Enfin, franchement, posez vraiment toutes les questions qui vous passent par la tête. Ouais, totalement, même sur le voisinage, sur tout ce qui vous passe par la tête. Il n'y a pas de questions bêtes, c'est pour voir un investissement. Vous demandez. Après, l'agent IMO, c'est bien s'il joue le jeu. S'il a des informations, essayez de lui, d'échanger avec lui pour qu'il vous donne son avis, des petits tips. Voilà. Mais posez toutes les questions. C'est ça. Donc, on vous a donné tous nos conseils sur l'investissement locatif dans l'ancien ou la résidence principale, peu importe. Là, on va vous parler du neuf parce que c'est légèrement différent. Tu commencerais par quoi, toi, Audrey? Alors, moi, si je devais parler du neuf, la première question que je me poserais, c'est qui est le promoteur? Il faut se renseigner sur son promoteur. Pourquoi? Parce que il y a une multitude de promoteurs et surtout en ce moment, alors là, le neuf, ça construit de partout. Mais tous les promoteurs, forcément, n'ont pas la même qualité. Donc, renseignez-vous sur le promoteur. Quelles sont les constructions qui ont déjà été effectuées? Dans quelle ville? Quels sont les retours? Est-ce qu'il y a des chantiers qui ont été abandonnés? Je suis peut-être à l'extrême, mais oui, bien sûr, mais c'est important. Voilà, il y a des promoteurs qui ont fait faillite, donc il faut se renseigner sur les reins, en fait. Est-ce qu'ils ont des reins solides? Est-ce que ils sont tout récents? Sur la qualité aussi. C'est ça, sur la qualité des matériaux qui sont utilisés. C'est hyper important de se renseigner sur ça. Donc voilà, renseignez-vous un petit peu sur le promoteur. Après, quand on s'y connaît pas, on fait au mieux. On questionne peut-être des gens autour de nous. Peut-être Google est notre ami aussi. C'est ça aussi. Et puis s'il y a des gens qui ont déjà resté dans le neuf, ils peuvent nous dire peut-être s'ils ont un avis, s'ils connaissent pas. Enfin, c'est super important. C'est ça. Parce que, encore une fois, j'ai un exemple. J'ai une cliente dans le cas, son promoteur a fait faillite. Elle est dans la sauce. Mais c'est ça. Je sais pas, j'ai pas envie de m'étaler sur le sujet parce que je ne sais pas du tout comment ça va se passer pour elle. Mais c'est hyper important de savoir si son promoteur a les reins solides. Mais comme tu disais, il y en a un. Alors, si je dis pas de bêtises, mais on va vérifier parce que je vais pas faire une mauvaise presse, mais je crois que c'était Maison Pierre. Eux, ça faisait des années et des années qu'ils étaient sur le marché et ils ont fait faillite. Mais grave. Les gens qui construisaient leur maison, etc. Ils sont de fou. Bien sûr. Et, sachant que, en plus, à ce moment-là, votre crédit, il est déjà, en place de ça. Et auprès de la banque, non, monsieur, tu nous dois de l'argent. Tu nous dois quand même l'argent. Tu nous dois l'argent, t'as pas ta maison, t'as payé tes travaux, tu dois rembourser la banque, donc, mais tellement de reportages en plus sur ça, sur des personnes qui sont dans la merde parce que justement. Après, malheureusement, il y a des choses qu'on peut sentir et il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. C'est ça, bien sûr. Qui est là depuis 30 ans, 50 ans, qui a une renommée, on ne peut pas s'imaginer que tu vas faire faillite demain. Donc voilà, mais renseignez-vous en tout cas parce que. Hyper important. Dans la plupart des cas, ça se passe bien. Dans la plupart des cas, ça se passe bien. Parce que du coup, la banque n'avait pas de cadeau, même si t'as du retard dans ta livraison, le prélèvement est quoi? Non, en fait, elle t'a accordé l'emprunt. Donc, en fait, toi, tu commences à rembourser un emprunt pour une maison finale que tu n'as pas parce que ton promoteur a lâché. Après, encore une fois, j'ai pas envie d'aller sur ça parce que si je me trompe pas, maintenant, il existe de plus en plus de garanties qui protègent. Décennales. Ouais, non, c'est pas la garantie décennale, mais c'est des garanties qui protègent justement le propriétaire. Parce que moi, je sais que quand j'ai acheté mon appartement dans le neuf, ma notaire m'a expliqué que les fonds que j'envoyais au promoteur, enfin, les fonds que la banque avait décaissés, étaient envoyés dans une espèce de fonds garantis où on ne versait pas tout de suite au promoteur. On attend que le promoteur finisse la livraison du bien avant de le payer. Parce qu'il y a tellement eu d'affaires comme ça que maintenant ils ont des espèces de garanties pour protéger le propriétaire. Après, encore une fois, je me renseignerai pour vous dire ça
la petite description Oui. de la vidéo, mais oui, en fait, il y a de plus en plus de garanties qui existent comme ça. Et puis au-delà de ça, vous savez, quand il y a des appels de fonds qui sont faits, Mm. vous aussi, vous avez la possibilité d'aller de temps en temps jeter un coup d'œil sur le chantier. Hein. Si vous voyez que ça fait 6 mois ou 8 mois, on vous a déjà fait 2 appels de fonds, mais que quand vous allez sur le chantier, ça n'avance pas, n'hésitez pas à appeler, vous renseigner, il y a des secrétariats, il y a un commercial, hein, il y a un promoteur qui vous a vendu le truc. N'hésitez pas à vous renseigner pour savoir ce qui se passe, pourquoi je reçois des appels de fonds, mais il y a plus d'avancées, il y a plus personne sur le chantier. Ça, c'est des choses qui peuvent se voir, même pour une maison individuelle. Hein. Parce que là, on parle même souvent de copropriété, des immeubles. Oui, on a plus confiance, mais les maisons individuelles, c'est la même chose. Il faut suivre votre chantier. Honnêtement, c'est votre bien, hein, c'est votre projet. Donc, il faut le suivre. Clairement. Donc, du coup, si tu avais un deuxième conseil à leur donner, mais dans le neuf, cette fois, ce serait quoi? Dans le neuf, quand vous achetez, vous avez certains avantages pour devenir propriétaire. Vous avez notamment le prêt à taux zéro, donc vous faites un prêt à 0%. Plafonné bien évidemment. Vous avez la TVA 5,5. Il faut savoir que quand vous achetez dans le neuf, à la base, la TVA est à 20%. Là, on l'a réduit à 5,5% pour vous, donc du coup, donner un avantage en plus. Mais par contre, il faut bien avoir en tête que ça doit rester votre résidence principale pendant au moins 5 ans. Donc, il n'y a pas de je le revends en cours de route ou je le mets en location parce que c'est pas possible. C'est ça. En fait, ça fait partie des conditions. Mais il y a quand même des exclusions. Oui. Si, par exemple, vous vous mariez entre-temps, si vous vous paxez, si vous avez un enfant, ou même si vous êtes muté pour le travail, par exemple, ça rentre dans les exclusions qui vous autorisent à ne pas vivre dans ce bien. Et à ce moment-là, vous pouvez soit le mettre en location, soit le revendre et vivre ailleurs. C'est totalement explicable auprès du gouvernement. C'est ça. Donc, quand le promoteur vous dit, c'est super, vous êtes éligible à la TVA 5,5, vous êtes éligible au prêt à taux zéro, c'est super, c'est bien. Mais honnêtement, renseignez-vous bien pour vous dire où est-ce que j'aime l'appartement ou pas, parce que sinon vous êtes bloqué. Nous, par exemple, on a des proches qui ont acheté il y a quelques années en TVA 5,5 dans le neuf un super appart, sauf que entre-temps leur situation a changé. Aujourd'hui, c'est plus spécialement leur projet de vivre dans ce bien. Ils se retrouvent entre guillemets bloqués parce que ils n'ont pas le choix. Si vous ne vivez pas dans ce bien, si vous décidez de le mettre en location, je crois qu'en fait vous pouvez être rattrapé par un rattrapage. Et en fait, la partie que vous n'avez pas payée de la TVA, vous devez la payer, mais d'un seul coup, en fait. Oui. On vous demande le remboursement de la partie que vous n'avez pas payée de la TVA. C'est ça. Donc réfléchissez bien quand on vous dit, il faut réfléchir à son projet, il faut se fixer des objectifs, c'est très important. Surtout que en VFA, quand vous achetez dans le neuf, votre bien généralement est livré sous 1 an, 2 ans, voire même 3 ans. Ouais. Et vous pouvez vraiment changer d'avis. Mais c'est ça. En 2 ans, vous pouvez vous dire, j'achète dans cette ville-là, mais finalement, ça m'intéresse plus du tout d'y vivre. Ouais. Et comment vous faites maintenant que vous avez la TVA 5,5 et le prêt à taux zéro? Mais totalement. Trouver un partenaire de Pax. Non, je te jure. Après, il y en a plein qui disent ça. Moi, je vais me paxer. Je vais me paxer. Au final, sur le moment, mais je vais me paxer avec qui? Pax avec qui? Je vais me paxer. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc, ouais. Faites attention à ça. Si vous n'êtes pas sûr de votre projet, parce que ça peut aussi arriver, vous êtes jeune, vous voulez investir, vous n'êtes pas encore sûr, achetez en TVA 20, vous allez payer le bien un petit peu plus cher, certes, mais derrière, vous en faites ce que vous voulez, hein. Personne ne va vous bloquer, donc, c'est une solution. Ouais, c'est une solution. Donc, on a validé, on sait ce qu'on achète TVA 20, TVA 5,5. Toi, qu'est-ce que tu pourrais rajouter, par exemple? Après, si je devais rajouter quelque chose, c'est par rapport à la construction, de bien se renseigner de ce qui va évoluer autour, parce que souvent, quand on achète un neuf, quand tu regardes bien, c'est des quartiers qui montent, en fait, il y a plein de bâtiments qui sortent, c'est des nouveaux quartiers, il y a des commerces qui sont construits, etc. En fait, il faut regarder l'attractivité au final du quartier. C'est ça. Est-ce que il y a des commerces qui vont être construits autour, ou est-ce que vraiment ça va être une zone pavillonnaire, parce que en fonction de ça, ce sera pas forcément la même destination pour votre bien. Est-ce que, autour, est-ce que le quartier, c'est pas top, ou est-ce que c'est plutôt pas mal? Est-ce qu'il y a aussi place de parking, oui, c'est ce que j'allais dire, et que comprend le prix. Parce que vous pouvez dire, trop bien, j'ai acheté mon 2 pièces et tout sur plan, j'ai pas de place de parking, et dans la rue, pour se garer, en bas, c'est la guerre. Je tourne 8 ans là-bas, je tourne chez moi. Ouais, c'est ça. Donc, renseignez-vous bien, est-ce que dans le lot que j'achète, est-ce que j'ai une place de parking? Est-ce que j'ai une cave? Qu'est-ce que comprend, en fait, toute la tarification? Est-ce qu'on va me meubler ma cuisine? Parce qu'il y a des promoteurs. Je sais que pour toi, t'avais la totale. J'avais la totale. Je crois que tu m'as même donné le frigo. Moi, mon petit malade. Toi, à cause de toi, on va vraiment pour me prendre ici. C'est ça. Donc, est-ce qu'ils vont meubler ma cuisine? Et quel matériel ils vont utiliser pour, tu vois, il y a tout ça aussi qui entre en compte, et c'est important de le savoir. Ouais, totalement. Moi, dans mon lot, par exemple, j'avais, du coup, l'appartement et la cave. La cave, c'est bien. Le parking, non. Ouais. Ils ont dit, toi, la nuit. Moi, c'est l'inverse, Moi, j'ai la place de parking. Ok, on peut garer la voiture. Mais bon, par contre, vous avez des gros meubles à ranger. Ce sera pas ici. Les valises, faut les laisser à la voiture. Je suis sûre. Voilà.
Pour ceux qui achètent dans le neuf sur plan, sachez que vous avez totalement la possibilité de changer un plan. Donc quand je dis ça, c'est-à-dire que par exemple, il y a un bien disponible qui a 4 chambres par exemple, mais vous savez que vous n'avez pas besoin des 4 chambres et que vous préférez faire une plus grande cuisine. C'est totalement possible en fonction de votre plan, de votre bien. Vous voyez que le promoteur, il faut le dire assez tôt parce que eux doivent s'organiser, mais c'est totalement possible. Je donne cet exemple-là parce que moi j'ai une personne dans mon entourage qui a fait ça. En fait, ils ont acheté un bien donc avec 5 chambres à la base. Non, 4 chambres, pardon. Je m'emballe un petit peu. Sauf qu'ils n'avaient pas besoin, que ce soit par rapport à leurs enfants ou par rapport à eux, ils n'avaient pas besoin d'autant de chambres. Et du coup, ils ont préféré, sur le plan, casser une des chambres, faire une grande cuisine ouverte, plutôt que d'avoir une petite cuisine et une chambre supplémentaire, quoi. Donc, ils lui ont présenté le plan, ils ont pas été forcément d'accord avec le plan, et il y a eu des coûts supplémentaires. Il n'y a pas de coûts supplémentaires parce qu'en fait, tu changes tout sur plan, et non, je pensais qu'il allait y avoir des non, même pas. coûts supplémentaires. Même pas parce qu'en fait, du coup, la cuisine, elle est comprise, par exemple. Bien sûr. En fait, c'est juste un changement de pièce, c'est pas encore construit, donc d'accord. Donc, au lieu de mettre un mur en plus pour fermer, en fait, ils le mettent pas, et à la place, ils te mettent ta cuisine. C'est pas mal. Non, c'est hyper bien. Et après, je sais que pareil pour le revêtement des sols, le carrelage dans la salle de bain, on te propose généralement des modèles gratuits ou tout fait ou compris en tout cas dans ce que tu réserves. Mais je sais que tu peux avoir des modèles un peu plus haut de gamme pour des suppléments, par exemple. C'est ça. Après, quand c'est à but de résidence principale, n'hésitez pas à payer le prix un peu plus cher pour avoir quelque chose qui vous convient, qui vous plaît quand vous rentrez chez vous, vous aimez votre vêtement. Après, si c'est pour du locatif, vous cassez pas la tête dans le sens où dans tous les cas, ce sera neuf, ce sera frais, ce sera beau. Mettez du carrelage gris partout. Voilà, du basique, des murs blancs, du carrelage. Du carrelage gris. Voilà. C'est ce que j'ai fait dans ma salle de bain. Mais franchement, en vrai, du basique et c'est pour de la location. Ça se fait la tête à payer en plus, hein. Et le dernier conseil, c'est même pas un conseil, hein. Les charges de copropriété, on l'a dit dans l'ancien, on pose bien la question face à l'agent immobilier ou autre. Là, dans le cadre du neuf, vous n'allez pas les savoir à l'avance, mais posez quand même la question au promoteur qui pourra vous donner une fourchette, une estimation en tout cas de vos futures charges de copropriété. Totalement. Après, l'avantage du neuf, c'est que pendant plusieurs années, vous n'allez pas payer tout ce qui est ravalement, tout ce qui est charge. En fait, vous êtes tranquille parce que c'est neuf, en fait, tout est ok. Ouais. Après, je sais pas comment ça se passe. Imagine qu'il y a des galeries par exemple, après 1 an. Les copropriétaires, ils se retrouvent quand même obligés de... Non, je sais pas. Disons, c'est l'assurance de la copropriété. Ouais, c'est l'assurance... Non, si le parking il est inondé, ça se passe comment? C'est l'assurance de la copropriété, je pense. Ouais, non, je savais pas du tout. Donc voilà, en tout cas, dans le neuf, vous êtes plus tranquille que dans l'ancien en termes de charges. Voilà. Donc, je pense que là, on a fait tous les points. Après, on arrive à la livraison. On arrive à la livraison. Vous avez quand même fait votre prévisite pour vérifier que le mur était bien droit, quand même. C'est ça. À la livraison, vous regardez chaque détail. Mais alors là, vous n'hésitez pas. Je crois qu'il y a 30 jours pour dire ce qui va pas. Ouais. Moi, j'ai eu ma livraison cette année de mon bien. On m'a envoyé le mail. Votre livraison sera tel jour. Attention, vous avez 30 jours pour nous dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Parce qu'en fait, sous les 30 jours, si vous voulez, le promoteur va dépêcher des artisans pour, du coup, je sais pas moi, s'il y a une prise qui ne fonctionne pas, ou si, je sais pas moi, le lavabo ne fonctionne pas, pour tout réparer. Donc, vous avez 30 jours pour déclarer ça. Mais j'allais dire, en plus, c'est vrai que ce soit dans le neuf ou même dans l'ancien, on l'a pas dit tout à l'heure, mais quand vous faites une visite, ouvrez tous les robinets. Cuisine, salle de bain, s'il y a une deuxième salle de bain, vous testez les prises, vous ramenez vos chargeurs, vous entourez, vous testez toutes les prises, vous allumez toutes les lumières, les aérations, vous mettez un papier devant ou quoi, vous vérifiez. Non, mais vraiment, vous testez tout. Si c'est dans le neuf, il peut y avoir des défauts de fabrication, donc il faut le savoir. Si c'est dans l'ancien, ça peut être dégradé, on vous le dit pas. C'est ça, il faut tout tester. Moi, quand je suis venue récupérer mon appartement, j'ai ouvert les robinets, j'ai testé la bombe, j'ai tiré la chasse d'eau, j'ai testé les volets roulants, les joints. Enfin, bien évidemment, je suis venue avec mon père. Mais bien sûr, qui est dans le BTP, donc qui connaît beaucoup mieux que moi. Enfin, il a regardé les joints, il a checké la peinture. Et tu sais, même pour ceux qui se font livrer la kitchenette avec, par exemple, dans le neuf, ou la cuisine, si c'est plus grand, votre plaque là qu'ils vous ont mis, elle est un peu rayée, ils la changent, hein. Même si c'était compris dedans, vous leur dites non mais c'est rayé, c'était pas prévu comme ça. Je pense que c'est chiant. De toutes les façons, les artisans, ils sont là le jour de la livraison. Si c'est juste des petits problèmes de peinture, etc., ils vont vous le régler en montrant un mouvement, c'est fait. Ils vont vous refaire votre joint. Voilà. Moi, c'est mon joint en direct. Et si c'est des trucs un peu plus lourds, ils vont vous le changer. Donc, franchement, vous le dites, hein. Et moi, si pour un rat, c'est pas grave. C'est pas question de rat, c'est question de... J'ai payé! Donc, moi, il y avait une prise qui fonctionnait pas. Enfin, il y avait la prise, parce que j'avais pas ramené mon chargeur le jour même, donc j'avais zappé. Donc, je suis revenue, j'ai testé les prises, il y en avait une qui fonctionnait pas, il y avait un petit joint qui n'allait pas. Fallait voir le mail que j'ai envoyé. C'est vraiment
Non, faisant plus sérieusement, honnêtement, checkez absolument tout parce que oui, vous payez. Oui, c'est des conditions qui ont été négociées à l'avance avec votre promoteur. Donc, assurez-vous qu'elles soient bien exécutées. Totalement. Tu veux rajouter des choses sur le 9 ou... Mais je pense qu'on a tout dit. N'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous avez l'impression qu'on a oublié des Ouais. choses, si vous avez d'autres questions, vous les mettez dans les commentaires. Oui, Mais j'ai l'impression que pour l'ancien et pour le 9, en tout cas, on a tout dit. petit truc qu'on a oublié, je crois. Il y a... Merci Sandrine qui nous dit. Merci Sandrine, Voilà. qui est en train de nous envoyer derrière. Alors, on va nous dire, je vois quoi? C'est vrai qu'il y a un site qui est très bien fait et qui peut vous permettre de poser toutes les questions. Si vous avez peur, en fait, d'oublier des questions, si vous avez peur d'être un peu perdu au moment de la livraison quand vous discutez avec votre promoteur, donc là, c'est surtout pour le 9. Il y a un site qui est très bien fait, il s'appelle Anil. Ouais. C'est ça, et dedans, vous retrouvez toutes les questions, vous êtes guidé, vous avez toutes les informations qui peuvent vous aider pour acquérir votre bien. Et franchement, il est top, donc n'hésitez pas à aller dessus. Et voilà, je pense qu'on a tout dit. Ouais. Comme d'habitude, faut liker, partager, commenter. Nous suivre sur TikTok aussi. Oui, allez sur le TikTok, les gars. Franchement, on fait grave des vues. Hein. Et en plus, c'est l'apérotalk, donc il n'y a pas plus compliqué, c'est le même nom que sur YouTube. Ouais. Donc n'hésitez pas à aller le mettre. De toute façon, on va Clairement. écrire nos réseaux ici. Et puis, on peut leur dire à bientôt. Allez, bisous. Bye.